Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardons. Et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau sujet les amis. Donc aujourd'hui nous allons répondre à beaucoup de petits sujets qui ont un rapport en fait avec l'élevage, plus précisément avec la période de reproduction. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches, vos familles vont bien et surtout vos animaux dont les oiseaux, ils vont bien aussi les amis. Donc chez moi il fait moins 2 degrés, donc les températures étaient légèrement au-dessus de 10 degrés pendant 2 ou 3 semaines. Et puis ce matin il y a eu un peu de neige cette nuit, ce matin il y a eu 5 cm en fait de neige. Donc les températures sont descendues en négatif depuis ce matin. Donc ça va durer une semaine et demie. Et puis après en fait le temps doux va revenir les amis. Donc les amis, aujourd'hui on va aborder en fait des questions qui m'ont été posées via en fait la chaîne, via les commentaires. Vous pouvez retrouver en fait ces questions aussi dans les commentaires des anciennes vidéos, les vidéos en fait qui sont récentes en rapport avec la reproduction ou la préparation. Donc à chaque fois que je vais répondre à une question, donc comme d'habitude, je fais une première réponse par commentaire histoire de ne pas faire attendre en fait les gens, ça peut être des abonnés ou des non-abonnés. Et puis je reviendrai dessus avec un peu plus d'explications, un peu plus d'éléments techniques concernant en fait les questions. Donc tout d'abord on me dit le calcium et la préparation. Donc je n'ai pas assez parlé en fait du calcium et de la préparation, suivant en fait une personne qui a regardé en fait les chaînes. Donc je parle beaucoup de protéines, mais pas du calcium. Donc c'est faux. C'est faux parce que le calcium, en fait, il n'y a pas 10 000 choses à connaître autour du calcium et la préparation. Son intérêt dans la préparation faite avant la reproduction, il y a un minimum d'informations à connaître et une fois qu'on les a maîtrisées, en fait, d'année en année, c'est toujours la même boucle. C'est pas comme les protéines, c'est pas comme les acides aminés, c'est pas comme les oligo-éléments et c'est pas comme les minéraux, les amis. Donc le calcium, c'est quelque chose qui est vraiment basique et simple. Comme je vous l'ai expliqué, il y a un cycle de calcium dans le corps de l'oiseau. Encore une fois, méfiez-vous des comparaisons entre les mammifères et les oiseaux. Plus en général, les humains et les oiseaux. Il y a beaucoup d'éleveurs ou de pseudo-éleveurs en fait qui font en permanence ces comparaisons. Le système digestif, le système respiratoire, le système de reproduction, tout est inversé chez les oiseaux, les amis, comme je vous l'ai expliqué. Système respiratoire très différent, système digestif inversé, estomac chimique avant l'estomac mécanique, alors que chez les humains, c'est l'estomac mécanique avant l'estomac chimique, le bain d'acide bouillonnant. Le système reproducteur, c'est tout à fait inversé. Les testicules et l'ovaire chez les oiseaux, c'est dans leur dos. En fait, ça se trouve au niveau du dos et non pas en fait au niveau du cloaque, au niveau en fait de la sortie, comme chez nous en fait à la fin du système digestif. Donc tous ces éléments font que l'anatomie des oiseaux, elle est très différente à celle des mammifères dans les humains. Donc arrêtez de comparer en permanence en fait vos problèmes, votre vécu vous concernant en fait vos familles avec les oiseaux, parce que ce sont deux choses différentes et deux choses qui s'opposent totalement. Donc je rappelle, le calcium dans le corps d'un oiseau en fait il va suivre un cycle, et ce cycle là va se traduire comment? Donc comme vous le savez, l'oiseau il a un squelette, il a une structure sous forme de squelette qui va contenir en fait les os tout simplement, les os d'un oiseau. Les os d'un oiseau ne se composent pas uniquement des os, mais elles se composent aussi des ongles, elles se composent aussi en fait du bec. Donc le bec, oui, en fait il est attaché à l'os et non pas en fait à la peau, non pas au derme et à l'hypoderme. Et donc du coup en fait ce squelette là il va jouer le rôle du foie, comme pour les acides aminés. Donc le foie va stocker les acides aminés et le squelette de l'oiseau va stocker du calcium. Et il n'attend pas la période de reproduction pour pouvoir le faire, il le fait pendant toute l'année les amis. Le squelette est renforcé par du calcium pendant toute l'année. Donc il ne faut pas attendre la période de reproduction pour administrer ou injecter du calcium. Il ne sera pas utilisé la saison même. Pourquoi? Parce que le cycle va prendre plusieurs mois les amis. Donc quand on injecte du calcium dans la période de reproduction, c'est pour rembourser le calcium qui sera retiré du squelette plus tard pendant la ponte les amis. Et donc oui,
Donc pendant toute l'année, le squelette des oiseaux va renforcer, va plutôt stocker le calcium sous forme en fait d'os, donc il va renforcer la structure osseuse. Et quand les femelles auront besoin de pondre, en fait ce calcium là qui est dans les os, il va être transformé chimiquement sous forme d'un gel pour aller envelopper dans l'oviducte en fait la membrane et l'œuf, et quand il va rentrer en contact avec l'air, donc les oiseaux quand ils pondent des œufs, les œufs ils sont mous, ils sont pas durs tels que nous on le connaît en fait. Pourquoi? Parce que le calcium n'a pas encore durci, n'est pas rentré en contact avec l'air. Ma lumière qui s'est éteinte, mais c'est pas grave, faut pas que ça nous parasite la vidéo. Et donc du coup ce que je disais en fait, c'est donc le squelette de l'oiseau, il va stocker du calcium toute l'année. Pendant la période de pente, une partie du squelette va libérer en fait du calcium sous forme de gel, donc ce n'est plus la même forme physique, donc c'est du gel, et ce gel là il va aller envelopper en fait la membrane de l'œuf, et quand elle sera pendue, ce gel là il rentre en contact avec l'air, il va durcir, et nous on le voit sous forme de coquille. Donc voici en fait ce cycle là. Et donc du coup vous allez me dire, dans ce cas là en fait comment on procède pour le calcium? Le calcium c'est toute l'année, il faut renforcer le squelette de votre oiseau, vous faites les mâles et les femelles pendant toute l'année, on n'attend pas la période de reproduction. Par contre ceux qui renforcent le régime alimentaire en calcium pendant la période de reproduction, c'est pour rembourser le calcium qui sera tiré sur le squelette pour faire des œufs. Donc ça sera pour l'année prochaine, les mois à venir, et ça sera pas en fait, c'est pas le calcium que vous donnez au mois de janvier, février, mars qui sera en fait utilisé pour la pente du mois d'avril, mai et juin. Non, le cycle dure beaucoup plus longtemps, avec plusieurs mois, parce qu'en fait il doit passer dans le sang. Quand il passe dans le sang, il faut qu'il se transforme en précurseur, et c'est des réactions chimiques qui vont le faire greffer en fait sur en fait les os, et en fait il n'y a pas le temps que ce calcium là qui est injecté au mois de janvier soit utilisé au mois de juin. Donc le corps est bien fait, la nature elle est bien faite, donc elle va tirer sur le squelette de la maman, donc on fragilise, attention, ceux qui donnent pas du tout de calcium, ils vont fragiliser les squelettes des mères pendant la pente, parce qu'en fait elle sera en carence d'os, elle va développer en fait des problèmes en rapport en fait avec la carence en calcium pour les os, les amis. Et encore pour aller un peu plus loin, c'est pour ça ces questions-là sont intéressantes, parce qu'à chaque fois je vous donne en fait des informations un peu plus poussées. En fait, le calcium qui se trouve finalement sur la coquille de l'œuf, c'est ce calcium-là qui va constituer le squelette de l'embryon. Donc oui, pendant l'incubation, en fait, la paroi de la coquille, elle va en fait se d'épaissir, elle va en fait diminuer pendant toute l'incubation, du premier jour d'incubation jusqu'au 13e jour. Si vous mesurez, les études ont été faites, hein, les études scientifiques, si vous mesurez en fait la paroi, l'épaisseur de la paroi de la coquille, elle diminue. Donc les scientifiques, ils ont essayé de chercher pourquoi cette paroi elle diminue. Ben, c'est tout simplement ce calcium là qui était dans la coquille, c'est lui qui a servi à développer et à construire le squelette du fœtus, enfin du bébé, l'embryon en fait qui s'est développé en poussin à l'intérieur. Donc vous avez vu le cycle, la boucle, comment elle est faite. Donc le calcium va alimenter le squelette de la maman, le squelette de la maman va alimenter la coquille de l'œuf, et la coquille de l'œuf va alimenter le squelette du bébé. Et ça tombe bien en fait, pour que le bébé puisse percer la coquille, il faut en fait qu'elle s'affine, et pour s'affiner, la nature elle est bien faite, en fait c'est lui qui va la consommer pour développer son squelette, les amis. Donc ça c'était la première question. On pourrait rentrer en fait dans le détail plus tard. Les acides aminés, pourquoi tu en parles jamais? Alors c'est faux, encore une fois, on en a déjà parlé, et c'est la seule chaîne en fait publique qui a abordé en fait ce qu'on appelait les acides à chaîne longue et les acides à chaîne courte, les amis. Donc quand on dit les acides aminés, oui, ben, alors souvent on m'a déjà posé ces questions là aussi autour de moi. Je parle beaucoup de protéines, la protéine végétale, la protéine animale. Encore une fois, un petit rappel, la protéine végétale, une fois digérée, elle devient de la lysine, un acide aminé essentiel, et la protéine animale, une fois digérée, elle devient de la méthionine, aussi un acide aminé essentiel. Donc pourquoi je vous fais souvent des rappels?
sur les glucides, sur le gras et sur les protéines, les amis. C'est parce qu'il y a un rapport, il y a une vidéo technique sur la chaîne, c'est la seule sur tous les réseaux sociaux qui vous explique en fait c'est quoi les acides aminés et quelle est leur utilisation en fait dans l'élevage et pourquoi on utilise le vinaigre de cidre, les amis. Beaucoup utilisent le vinaigre de cidre, c'est juste parce qu'ils ont entendu dire, c'est parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont lu, parce qu'on leur a dit, mais ils ne comprennent pas tous les bienfaits du vinaigre de cidre et tous les dangers du vinaigre de cidre quand on donne avec excès, les amis, comme toute chose. Donc du coup, pour revenir, je parle beaucoup de protéines parce que la protéine, c'est la base des acides aminés. Je vous ai souvent parlé des protéines végétales et des protéines animales. En fait, c'est quoi ces protéines-là? Une protéine, c'est une série d'acides aminés. En fait, c'est un collier de perles. Donc un collier, c'est une protéine et le collier il se compose de quoi? Il se compose de plusieurs perles et les perles sont les diversités des acides aminés. C'est-à-dire quand je vous dis il y a une telle protéine animale ou végétale, il faut comprendre ça comme un bracelet ou comme une chaîne avec en fait des perles et les perles sont les acides aminés. Il y en a, nous on en a vu dans cette chaîne-là les 9 acides aminés essentiels, mais il y en a énormément. Il y a je pense 90 acides aminés ou une centaine d'acides aminés. Certains ils sont essentiels, d'autres moyennement essentiels et d'autres pas non. En fait, ils sont disponibles dans le corps parce que c'est ce qui est facile en fait à produire par le corps. Et pourquoi je vous parle des protéines? Parce qu'une fois que vous avez bien intégré les protéines dans votre régime alimentaire, vous n'avez pas besoin d'acides aminés. Pourquoi? Parce que ces protéines seront synthétisées et décomposées perle par le corps de l'oiseau pour pouvoir utiliser et extraire les acides aminés dont il a besoin. Donc au lieu de donner 90 acides aminés dans 40 produits, et à chaque fois on connaît très bien en fait les éleveurs, ils pensent que les produits sont responsables de leur réussite ou de leur échec. Je le rappelle, c'est la technique de l'élevage, c'est la connaissance, c'est les bases, il faut connaître les bases de l'élevage et l'anatomie de vos oiseaux pour pouvoir en fait améliorer votre technique d'éleveur. Et ce ne sont pas du tout les produits qui seront responsables de votre réussite ou de vos échecs, les amis, mais ça fait partie aussi de vos expériences. Une fois que vous avez compris qu'une protéine c'est une chaîne polypeptide, une chaîne d'acides aminés, vous donnez la protéine, c'est comme si vous avez donné un ensemble d'acides aminés. Et le corps lui-même, il va choisir quel acide aminé je vais récupérer, quel acide aminé il me faut, quel acide aminé va en fait corriger les carences que j'ai dans le corps. Donc c'est faux, quand on parle des protéines, on parle bien des acides aminés. Et encore une fois, retournez voir la vidéo des chaînes longues, des chaînes courtes, les amis, et qui vous explique aussi c'est quoi le rôle du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre contient aussi un acide aminé moyennement essentiel qui va détruire le gras et qui va améliorer la digestion via les enzymes, les amis. Donc oui, quand on parle de protéines, je parle systématiquement des acides aminés parce qu'il y a un lien. Sans acides aminés, on ne peut pas parler de protéines. Et quand on donne une protéine à nos oiseaux, c'est qu'on leur a donné en fait un ensemble d'acides aminés et c'est à eux de choisir dans leur organisme et leur réaction chimique quel acide aminé ils vont utiliser. Les problèmes de pododermatite et l'humidité dans la salle. Oui, alors du coup, j'ai Christian qui est un ami fidèle en fait, qui revient presque tous les ans chez moi. Je ne sais plus s'il est à La Réunion ou s'il est en Martinique. Je ne sais plus, comme j'ai un Christian et un Christophe. Je ne sais plus, il est dans les îles en tout cas. Et il m'avait contacté cette semaine pour me dire qu'il a des problèmes de pododermatite qui reviennent en fait tous les ans. Les problèmes de pododermatite, déjà un oiseau qui a une pododermatite, c'est possible en fait dans un élevage. C'est un oiseau qui a une génétique telle que ses muscles ils sont soit trop rallongés, soit trop compacts. C'est comme on dit en fait les gens qui font du sport, ils ont soit un biceps long, soit un biceps court. Chez les oiseaux c'est pareil, leurs doigts ils ont soit des muscles longs, soit des muscles courts. Et donc dans un élevage, comme ils n'ont pas tous la même génétique, il y a toujours un ou deux sujets en fait qui ont un problème de pododermatite parce que leurs muscles ne sont pas assez adaptés au perchoir. Donc si la pododermatite concerne un gros échantillon en fait dans votre, je suis désolé, je suis un peu enrhumé. Si la maladie de la pododermatite concerne un gros échantillon dans votre élevage, c'est que le problème ne vient pas de la génétique. Le problème ne vient pas d'une pure
maladie de pododermatite, il vient d'un déréglage de l'un de vos paramètres, des perchoirs non adaptés ou de l'humidité non adaptée. Et donc du coup, vous allez me dire, en fait, c'est quoi le lien entre l'humidité, les perchoirs non adaptés, vous avez compris, des oiseaux qui restent en fait toujours perchés avec des muscles toujours tendus sur les perchoirs, finissent par se faire fissurer, en fait, se blesser. Ou l'inverse, des oiseaux, en fait, qui, en fait, une fois qu'ils se mettent sur des petits perchoirs, en fait, ces doigts de devant ne doivent pas toucher le doigt de derrière. Alors que eux, c'est l'inverse, en fait, ils font ça ou ils font ça. Pourquoi? Parce que les perchoirs sont trop petits. Donc on a deux cas de pododermatite liés aux perchoirs. Soit les perchoirs ils sont trop gros et l'oiseau il reste en permanence. En fait, voilà, l'oiseau il reste en permanence la patte ouverte au lieu de fermer. Donc un oiseau qui fait de l'exercice avec ses pattes comme ça, c'est qu'il fait bouger en fait tous ses muscles et ses muscles se renforcent. Un oiseau qui est tout le temps sur un gros perchoir, en fait, il n'a qu'une seule position, ça veut dire que ses muscles ne vont jamais se contracter comme un oiseau qui est comme ça. Ses muscles, au maximum, ils vont se contracter comme ça. Donc, ils vont s'ouvrir et ils vont se fermer comme ça. S'ouvrir et se fermer comme ça. C'est-à-dire, le jour où il va vouloir les fermer comme ça, il y a une déchirure. Et une déchirure, c'est une pododermatite. Et vous avez l'autre cas. Le perchoir est trop petit, en fait, l'oiseau, en fait, il ferme trop ses pattes. En fait, les doigts vont se croiser. Et donc, il va se blesser et ça va générer une pododermatite. Maintenant, c'est quoi le lien avec la pododermatite et l'humidité? Quand je vous ai expliqué, le taux d'humidité dans votre salle d'élevage, il est important pendant toute l'année. Toute l'année, votre régime alimentaire, il doit varier en fonction des saisons. Et toute l'année, votre taux d'humidité, il doit aussi varier en fonction des saisons. Comme l'éclairage, la durée d'éclairage, comme l'injection des protéines, les acides aminés, les oligo-éléments, tout ça, ça a un lien en fait. Cette liste de paramètres, elle va évoluer pendant toute l'année. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, et les hauts et les bas ne sont pas faits au hasard. En fait, ils sont faits en fonction des besoins de nos oiseaux et de la préparation de nos oiseaux. Donc le taux d'humidité, si il est trop élevé dans une salle, je vous l'ai expliqué dans le direct. Donc ceux qui n'ont pas vu le direct, c'était un échange vraiment très riche en informations. Je vous conseille de retourner voir le direct. Il y a eu énormément d'informations partagées. On n'a fait qu'un seul direct sur cette chaîne-là. Et vous pouvez retourner le voir, il y avait énormément d'informations techniques partagées. Donc le taux d'humidité dans une salle, quand il est trop élevé dans une période inadéquate, en fait, il va créer des problèmes de coccidiose, il va poser des problèmes d'infection bactérienne ou parasitaire. Parce que quand le taux d'humidité il augmente, les moisissures vont augmenter, les bactéries vont augmenter, elles sont plus rapides à se propager. Vous avez une chambre qui est très humide, vous allez remarquer qu'au bout de plusieurs semaines d'humidité dans cette chambre-là, vous avez en fait des taches dans le mur. En fait, ça, c'est des moisissures. C'est l'équivalent d'une coccidiose dans les intestins des oiseaux. Donc, quand le taux d'humidité est trop élevé, en fait, tout ce qui est reste, tout ce qui est fiente collé sur les grilles vont un peu germer comme les graines germer à cause de l'humidité. Et les oiseaux, quand ils vont les manger, en fait, ça va leur faire des pourritures intestinales. Donc, c'est pour ça l'humidité trop élevée dans une période qui ne nécessite pas un taux d'humidité trop élevé va vous poser des problèmes de maladie dans l'élevage. Le taux d'humidité, il doit être élevé uniquement pendant les périodes d'éclosion des œufs, pour fragiliser la coquille d'œuf, pour que le poussin puisse facilement la percer. Et un taux d'humidité qui est trop bas, qu'est-ce qu'il va poser? Il va poser des problèmes de peau et de muqueuse. L'humidité, quand elle est trop sèche, en hiver, quand il neige, il y a la neige, mais c'est une neige sèche. dans ce qu'on appelle le froid sec. Et oui, il existe un froid sec. C'est pas parce qu'il fait froid qu'on va associer la grandeur froid à l'humidité. Deux choses différentes. En hiver, quand il y a un froid qui est sec, par exemple la neige, quand la neige elle tombe, il n'y a pas d'humidité. Moi, je regarde en fait ma machine quand il neige, en fait, le taux d'humidité il est à 40-50 dans la salle d'élevage. Il ne fait pas vraiment très humide. Il fait humide quand l'air est humide. Il fait humide quand il pleut, mais quand il neige, il ne fait pas forcément humide. Et donc du coup, nous les humains, les mammifères, quand il neige et on a un froid sec, que font nos lèvres et que fait notre peau? Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Moi, je ne suis pas concerné, mais j'ai vu beaucoup, quand j'étais à l'école, j'ai vu beaucoup de personnes qui souffraient à l'école des lèvres qui vont se fissurer, ou cette partie-là, je ne sais pas si c'est une phalange, on appelle ça une phalange, mais cette partie-là, en fait, de la main qui va se fissurer. D'autres, en fait, ils ont vraiment
des problèmes de peau qui va trop sécher, qui va se fissurer. Eh bien oui, en fait, le taux d'humidité trop bas, il va abîmer la peau et il va abîmer les muqueuses. Et c'est quoi les muqueuses? C'est la même chose que la peau, mais à l'intérieur de nos organes. Donc, d'où la cariose respiratoire, parce que la trachée est trop sèche. D'où les problèmes respiratoires, parce que du coup, comme la peau sèche et fissure en fait à l'extérieur, les muqueuses, elles vont aussi sécher et se fissurer. Donc, à savoir que les orbites des oiseaux, c'est pareil, vont se fissurer, vont développer en fait des kystes au niveau en fait des sacs aériens, donc des infections au niveau des yeux, des infections au niveau du bec. En fait, ils vont perdre des plumes au niveau du bec. Et il y a aussi des phénomènes qu'on ne voit pas en fait au niveau de leur intestin, de leur système respiratoire. Il y a aussi des maladies à cause du taux d'humidité trop bas. Donc un taux d'humidité trop bas dans la mauvaise phase va générer des maladies, comme un taux d'humidité trop haut dans les mauvaises phases ou les mauvaises périodes va générer aussi des maladies. Donc rapidement, je vais regarder s'il y a d'autres sujets. Lactose et lactase dans la pâtée. Ok, donc il y a ceux qui vont aller taper des recherches sur le moteur de recherche Google pour sortir en fait la première information. Donc Google ne donne que des directions. Donc ceux qui veulent faire des recherches vraiment poussées, on n'utilise pas Google, on va utiliser des thèses, on va utiliser les revues techniques de l'UEF, du C2, on va utiliser des articles agréés par le ministère de l'Agriculture, on va utiliser, comme je l'ai déjà dit, en fait des thèses, par exemple de l'Institut national de la science, de la recherche appliquée. Ou bien tout simplement on va creuser un petit peu dans les forums et machin. Il y a toujours des gens en fait qui ont un rapport avec en fait la génétique ou un rapport avec la biologie, etc., etc. Donc le lactase, donc Google va vous dire attention, le lactose en fait il faut éviter en fait à vos oiseaux le lactose. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas digeste, c'est pas quelque chose qui est vraiment digéré correctement. Le système digestif de l'oiseau ne peut pas digérer correctement les lactoses. Le lactose c'est quoi? En fait c'est le lait, c'est tout ce qui est à base de lait. Donc maintenant la génétique elle dit autre chose. C'est comme en fait Google va vous dire en fait l'ail c'est bon, il désinfecte, il renforce le système immunitaire, mais sauf que Google ne va pas vous dire si vous abusez de l'ail, il va vous rendre malade. Donc oui, Google il va vous donner une direction, en fait tous les produits laitiers ne sont pas à conseiller en fait pour vos oiseaux. Par contre, il faut savoir que la flore intestinale, le biotope intestinal des oiseaux va se composer de plusieurs bactéries. Parmi ces bactéries-là, il y a les lactobacillus. Les lactobacillus sont comment on appelle ça? Des bactéries de fermentation souche aviaire qui vont fabriquer de l'acide. Et c'est grâce à eux que les paramètres chimiques de l'estomac chimique est plus ou moins en fait bien paramétré. Donc plus ces lactobacillus ils sont bien équilibrés dans l'estomac chimique et plus le pH de l'estomac chimique en fait il est bon. Si il manque ces lactobacillus, le pH il est trop bas et c'est pas bon. Donc oui, on va éviter la mégabactérie, mais par contre on va réveiller d'autres bactéries et d'autres champignons qui eux ils ont besoin d'un milieu très acide pour pouvoir se proliférer. Et donc du coup encore une fois tout est question d'équilibre. Et quand on remet trop de lactobacillus en fait, non, c'est l'inverse. Quand on met trop de lactobacillus, le pH il descend et on crée en fait un déséquilibre. Il y a d'autres pathogènes qui vont se réveiller et quand ils sont moins nombreux ces lactobacillus, le pH il monte et il y a d'autres pathogènes qui vont se réveiller tels que les mégabactéries ou les levures ou les champignons, les amis. Donc tout est histoire en fait d'équilibre. Donc arrêtez de répéter les choses comme pour le persil. Les gens qui m'ont vu donner du persil en me disant ah, c'est toxique. Non, la photosynthèse elle concerne toutes les verdures. Vous donnez bien de la salade, vous donnez bien en fait de l'ortie à vos oiseaux, tout ce qui est vert est impacté et concerné par la photosynthèse. Donc il n'y a pas que le persil, mais par contre il ne faut pas en donner en très grande quantité les amis. Encore une fois, Google ne donne qu'une direction. Vous voulez des thèses qui sont construite sur de l'expérience et de la théorie, sur de la science, etc., il faut un peu creuser, il faut un peu plus d'efforts, il faut aller consulter les thèses, il faut aller consulter les revues techniques des clubs et des associations, les amis, et arrêter d'aller chercher une information sur Google que vous n'avez pas compris pour venir l'exposer en fait publiquement, parce que vous montrez juste que vous ne maîtrisez pas le sujet. Je ne dis pas ça pour vous
je pense que c'était la dernière question. Je dis pas ça en fait pour vous afficher, mais je dis ça juste parce que c'est fatigant les amis. Au lieu de se concentrer sur une information, je dois corriger, je dois apprendre à une personne comment utiliser en fait la barre de recherche Google déjà. Donc avant d'apprendre des choses, il faut apprendre à apprendre. Il y a en fait une discipline à apprendre. Donc moi, avant d'arriver sur une chaîne qui ne m'appartient pas et de lâcher un commentaire, je dois être sûr de mon information. Je dois être capable de justifier techniquement, scientifiquement. La pratique de chacun n'est pas de la science, encore une fois. Mon vécu, mon expérience, elle est différente de l'autre machin. Les expériences n'ont jamais été en fait la science. Donc il faut toujours croiser l'expérience avec la science pour essayer de comprendre les points d'intersection. Une fois qu'on a compris les points d'intersection, on saura en fait justifier. Arrêtez de répéter ce que vous entendez, arrêtez de répéter ce que vous lisez, mais faites des vrais efforts, allez chercher les vraies informations dans les thèses vétérinaires. Donc il y a l'école vétérinaire de Bordeaux, il y a les universités, l'université de Nanterre aussi qui a abordé et qui a stocké ou archivé beaucoup de thèses concernant les oiseaux. Il y a aussi l'INRA, l'Institut national de la recherche appliquée. Donc, toutes ces sources-là, elles sont fiables. Et aussi, il y a les revues techniques qui sont basées aussi sur des recherches en fait, de généticiens, en fait, des experts de la génétique ou des experts en fait, de la biologie et qui vont aussi étudier en fait, des élevages ou des phénomènes dans les élevages. Les amis, c'était Canaries du 28. Je vous souhaite un bon visionnage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos familles. Prenez soin de vos animaux, dont les oiseaux. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.